Ok, on va commencer. La 5e personne sur le panel, en fait, va nous rejoindre, Bertrand de BNP Paribas. Merci à toutes, merci à tous d'être encore présents avec nous cet après-midi pour cette table ronde qui est dédiée donc à la gestion du nommage par les grandes entreprises. Alors pour parler d'un atelier sur la gestion du nommage dans les grandes entreprises, il faut des grandes entreprises. Donc on a Philippe par exemple qui représente Orange, Bertrand qui arrive qui représente BNP Paribas. Nina, qui travaille pour Nomen et qui conseille des très grandes entreprises. Et il nous faut des gens du nommage aussi, ou de l'écosystème du nom de domaine et de l'Internet. Donc on a choisi d'avoir également à cette table ronde Cédric, qui travaille à la FNIC, donc le registre du .fr, et Jean-François, qui est le patron d'une société qui s'appelle Solid Names. Il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous voulez repréciser rapidement lorsque j'effectue, quand je vous passerai la main, si vous voulez vous représenter un petit peu plus, si vous pensez que ce que j'ai dit ne suffit pas, n'hésitez pas à reprendre la parole. Donc, gestion du nommage par les grandes entreprises. Je trouve qu'on a une grande chance aujourd'hui, qui est, et on va donner l'honneur aux dames, c'est d'avoir avec nous Nina, donc qui est la présidente de l'agence Nomen. Alors, on a Nina aujourd'hui à un moment en fait qui est relativement intéressant, notamment lorsqu'on parle du cycle de vie d'une marque ou même d'un nom de domaine, c'est qu'à un moment donné, il faut créer des noms de marques, des noms de produits. Et Nomen, effectivement, une agence qui travaille sur ce sujet en conseillant des grandes entreprises. Et je voulais commencer justement par poser quelques questions à ce sujet à Nina, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous très intéressés par ce que vous faites chez Nomen. Je pense qu'on ne sait pas trop ce que vous faites et d'où les questions qu'on va vous poser. Donc finalement, la question, c'est finalement à quel moment est-ce qu'on aura recours à une agence de naming comme Nomen? Allô, allô. Ouais, c'est bon. Merci Patrick pour cette question. On a recours à une agence de naming quand on est une grande entreprise et que parfois on ne parvient pas avec son équipe à trouver un nom tout seul pour trouver son nom de produit, son nom de service. On a recours à une agence de naming quand on a deux sociétés qui se rapprochent. Quand on a une fusion, c'était le cas quand Nomen a créé Safran, rapprochement de la SNECMA et de Sagem. C'était le cas quand on a créé Thales, rapprochement de Thomson et CSF. On a également on intervient également dans des cadres d'internationalisation. Nomen a créé Mano Mano, qui était monéchelle.fr et qui à l'international ne fonctionnait pas si bien. On a aussi, on fait appel à nous quand on a des sujets de diversification. Brocante Lab est devenu Celency parce que la brocante représentait un secteur qui ne reflétait pas vraiment la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, les raisons pour lesquelles on fait appel à une agence de naming sont multiples. Alors, en parlant justement toujours un peu du process, moi ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que vous faites, mais également ce que vous ne faites pas lorsqu'on parle de naming, donc toujours sur votre rôle. Et on a notamment parlé finalement de l'histoire que vous cherchez à raconter lorsque vous créez un nouveau nom, que ce soit un nom de produit ou la marque ombrelle d'une entreprise. C'est quoi du coup les questions en fait que vous vous posez à ce moment précis avec vos clients? En fait, on va vraiment à la genèse du projet. On essaie de les interroger sur leur mission, leurs valeurs, leur ambition pour demain, les grands challenges auxquels ils sont confrontés. Et tout ce travail d'immersion, accompagné d'une analyse des discours des acteurs comparables, d'acteurs inspirants également, nous permet de créer un storytelling pour cette nouvelle marque, un storytelling qui inspirera la création de noms.
cette création de nom, elle est d'abord le fruit d'un travail créatif, hein, comme son nom l'indique, mais aussi d'un travail de prévérification juridique, linguistique, bien sûr sur les noms de domaine, sur les réseaux sociaux. Le nom de domaine est un élément, mais ne constitue pas forcément la seule raison du choix d'un nom par nos clients. Alors, concrètement, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a un moment donné où vous allez soumettre des propositions de noms, de marques à vos clients. Donc, comment se déroule finalement ce processus-là et le choix final du nom qui sera retenu? Alors, c'est un processus en entonnoir. On présente des noms très différents les uns des autres pour que le client puisse orienter sa stratégie et mieux la définir. Il sélectionne, il ou elle, ou différentes propositions qu'on va venir retravailler. Toutes ces propositions sont prévérifiées pour pouvoir faire en sorte que le client puisse, in fine, utiliser le nom après vérification juridique et sécurisation digitale. Très bien. Est-ce que vous avez eu des cas où éventuellement, dans ces processus de création de nouveaux noms, où finalement le nom de domaine a été un élément déterminant, peut-être du choix, donc la disponibilité du nom de domaine a été un élément de choix, ou est-ce que vous avez été amené à prendre certaines décisions avec certains clients en prenant effectivement donc en compte l'élément nom de domaine? Est-ce que dans quel cas finalement ça peut intervenir? En effet, c'est l'une des clés d'entrée principales. On demande, avant de commencer la création, quel nom de domaine le client souhaite avoir, souhaite utiliser. Si le client ne souhaite avoir qu'un .com, et on va pas se mentir, c'est souvent le cas, on ne lui présente que des noms disponibles ou à vendre en .com, dont le prix est affiché, voilà, s'il est connu et décent. C'est ce que vous m'aviez dit, effectivement, vous m'avez dit nos clients veulent principalement du .com à prix connu et décent. Alors il y a forcément toujours une population de domainers qui participe au NDD Camp. C'est intéressant, je trouvais, d'avoir la vision en fait de l'entreprise. Alors il y a forcément des cas où la situation, eu égard au nom de domaine, devient un petit peu plus complexe, et des cas où par exemple le nom de domaine ne va pas être disponible. Et c'est dans ces cas de figure effectivement où les grandes organisations directement via leurs prestataires, leurs registrars, leur cabinet d'avocats ou leur agence vont devoir effectuer des rachats de noms de domaine. Et là, je voulais faire intervenir Jean-François cette fois-ci sur ces aspects-là, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui interviennent. Et je voulais que tu m'en dises un petit peu plus sur comment toi tu vois la chose en matière de rachat de noms de domaine lorsqu'il s'agit d'intervenir pour des grandes entreprises. Ouais, merci Patrick pour proposer d'intervenir sur ce sujet. Donc Solid Names, parmi les métiers de Solid Names, il y a le rachat de noms de domaine donc qui sont pris par des tiers. On a la chance de travailler avec Nomen via leur cabinet juridique, les J-Mark, et on peut intervenir avec eux où on se retrouve sur une problématique où le .com ou le .fr ou le nom de domaine désiré est déjà pris. Donc la démarche, ça va être d'identifier le titulaire pour prendre contact avec lui, pour essayer de négocier le meilleur tarif possible. Aujourd'hui, quand on est dans cette type de stratégie, on se retrouve dans deux cas. Soit le nom de domaine est clairement listé à la vente, avec parfois un prix fixe. C'est le cas génial que vient de décrire Nina, c'est le monde magique. Le .com est à $5,000, on a juste à le racheter et c'est simple. Et puis, il y a les autres cas où le nom de domaine est listé à la vente sans prix. Et là, il va falloir négocier et essayer de trouver un prix qui soit raisonnable pour les deux parties. Et puis, les cas les plus compliqués, c'est que le nom de domaine est utilisé par un tiers, et si le tiers est une société importante, on sait que ça va être très compliqué de racheter le nom de domaine parce que lui, ça va lui coûter beaucoup d'éléments pour changer de nom. Donc il est clair que le taux de probabilité
de réussite d'un rachat de nom de domaine est beaucoup plus important quand on a affaire à des professionnels, à des domaineurs, et c'est ce qu'on indique en amont à nos clients quand ils sont intéressés par un nom de domaine, de dire attention, celui-ci il est utilisé par une PME qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an depuis 20 ans, ça sera beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on a pu classifier entre guillemets les taux de réussite potentiels, on va souvent négocier le rachat du nom de domaine. Il y a Escrow, donc qui est un tiers séquestre qui est très utilisé, qui a sorti son étude l'année dernière. Donc le prix moyen était autour de 4 500 $ pour un nom de domaine lambda. Pour un nom de domaine plus court, de 4 et 5 lettres, c'était 9 000 $. Donc on est dans des prix qui restent raisonnables de cette façon-là. Et quand on est dans ces ordres de prix, on arrive à racheter les noms de domaine pour les clients en sécurisant la transaction financière, notamment par escroc ou des plateformes spécialisées comme Dan, GoDaddy, qui font d'ailleurs partie du même groupe maintenant. Après, il y a des cas parfois un petit peu plus particuliers où le projet est parfois éventé. J'ai en tête une grosse start-up française qui a voulu qui faisait une grosse levée de fonds, et ça s'est su. Et ils n'avaient pas leur .com, ils étaient juste en .co. Et donc, ils voulaient leur .com, mais quand on tapait leur nom, on voyait que, attention, ils vont lever X centaines de millions d'euros. Et c'était un Américain qui était titulaire du nom. On avait jusqu'à 200 000 quand même dollars de budget pour acheter ce nom. On avait commencé à 10 000, 15 000, 20 000. On est monté jusqu'à 200 000 et ils ne voulaient pas lâcher, ils voulaient 1 million. La start-up a dit non, c'est trop, on arrête. Et quelques semaines après, la personne nous contacte en disant c'est bon, à 200 000, je vous le lâche. Sauf qu'entre-temps, la start-up avait décidé de changer de nom. Donc il faut savoir aussi quand on est domaineur ou quand on est titulaire de nom de domaine, savoir vendre aussi au bon moment. Là, il avait le prix d'un petit appartement et puis là, il se retrouve plus rien, juste avec son nom de domaine en .com. Donc il y a chaque fois des scénarios un petit peu différents, mais c'est vrai que l'idéal et là où il y a le taux de réussite le plus important, c'est quand le nom de domaine appartient à un domaineur ou est clairement listé à la vente. Et là, on sait que c'est juste une question de prix à trouver. Petite question, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont vous travaillez ensemble. Donc, on a un triptyque entre Nomen qui intervient sur la phase de création, les J-Mark sur les aspects juridiques, Solid Name sur les aspects purs du rachat. C'est quoi la bonne séquence à suivre? Quel est le bon ordre, la bonne chronologie pour que ça se passe correctement? Alors peut-être simplement pour que ce soit clair, le groupe Nomen comporte 2 sociétés, l'agence Nomen donc qui accompagne les clients dans la création de noms de marque et un cabinet en propriété industrielle intégré dans nos locaux qui nous accompagne cette fois-ci sur les vérifications juridiques et la sécurisation grâce à Solid Name des noms de domaine sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça se fait ici à un moment après, une fois qu'on a le nom ou une liste de noms qui correspondent à la stratégie du client, on transfère ces noms à l'EJ-Mark qui va approfondir les vérifications d'un point de vue juridique et sécuriser enfin le nom choisi d'un point de vue digital grâce à Solid Name. Alors, lorsqu'on parle de changement de nom, de nouvelles marques qui sont lancées, comme on a des marques en l'occurrence dans la salle et notamment Bertrand qui représente BNP Paribas, j'ai un peu parlé du sujet également avec toi, Bertrand, et tu m'as dit oui, attention, mais en matière de rachat, en Europe, vous savez, on aime bien les CCTLD, on aime bien nos extensions locales. Bertrand m'a dit attention parce qu'il y a aussi des aspects géopolitiques à prendre en compte parfois dans ce genre de situation. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire un petit mot rapidement, Bertrand ? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Je ne vois pas de quel conflit tu voudrais parler. On a parlé de... Alors, il y a des aspects où il y a des... Alors, ou de règles d'éligibilité. On avait parlé du Gabon notamment. On a le Gabon qui, par exemple, on a eu des fois dans la banque, nous avons des rachats et des ventes de portefeuilles, d'activités ou de noms de domaine. Il m'est déjà arrivé d'avoir des histoires farfelues. Moi, je suis domaine name manager de BNP Paribas et j'interviens sur ce genre de rachat maintenant ou de vente. Le Gabon, c'est un peu particulier. À l'époque où j'avais vu ça, il y a quelques années, on avait des registration policies, si vous voulez, qui n'étaient pas forcément des plus strictes. Et
Et on s'est déjà retrouvé on devait discuter des noms de domaine, puisqu'il y avait Freenom, toutes ces choses-là. Enfin bon. Et vous êtes en conférence call et vous êtes avec les gens du Gabon. Vous avez l'entité, la banque au Gabon qui rachète, vous savez, qui a envie que ça fonctionne. Et vous avez le registre, en fait. Au milieu, vous avez tous les acteurs. Et donc, c'est plutôt l'histoire drôle là, que je vous raconte aujourd'hui. Mais ça raccroche le registre et on essaye de les rappeler. Moi, j'étais reparti. Notre registraire essaye de les rappeler, les autres. Et en fait, la personne est partie au marché. Parce que chez eux, à 15h, ils arrêtent tout simplement. Et c'est la femme de ménage qui nous a répondu. Donc, on reprendra l'opération demain. Ça, c'est compliqué quand vous avez, vous savez, le directeur d'une banque en ligne qui va racheter, lui, en fait, et vous voulez lui présenter que le portefeuille de nom de domaine est clair et que vous le maîtrisez surtout. Et avec tous les petits problèmes à côté. On avait parlé de ça pour le Gabon. Ça vous montre juste que ça, par exemple, à l'AFNIC, ça n'existerait jamais. L'AFNIC, c'est carré, c'est un système de registre. Enfin, vous voyez, en France, il y a des pays où ça, ce sont des réalités. Pour les conflits, après, géopolitiques qui pourraient entrer, tu m'avais demandé peut-être d'autres exemples. Qu'est-ce qui s'était passé récemment? Bon, alors, sur tous les sujets des derniers conflits actuels, pour moi, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire, ce sont des registres, quoi qu'on en dise, qui sont carrés quand il y a des arrêts d'activité ou à faire dans certains pays, par exemple. Là-dessus, je ne vais pas pouvoir trop en parler plus, par contre. Et après, tu m'as posé des questions de dommages en entreprise aussi, mais c'est peut-être juste après. Alors, ouais. Alors moi, j'avais une question aussi à vous poser. On voit très souvent finalement un écart assez phénoménal entre la valeur demandée par un domaineur pour un nom de domaine spécifique et finalement ce que l'entreprise est prête finalement à mettre pour acheter ce nom de domaine. Et je voulais un petit peu avoir votre vision de la population des domaineurs, parce que vous les avez forcément côtoyés en rachetant des noms de domaine. Quelle est votre perception finalement? Et j'ai l'impression qu'il y a une différence relativement importante entre ce que chacun pense de l'autre. C'est-à-dire que le domaineur va penser qu'une grande entreprise a forcément un demi-million d'euros à mettre pour un nom de domaine, et la grande entreprise va trouver que le nom de domaine vaut peut-être que 5000. Donc c'est quoi aujourd'hui un peu votre perception de cette population domaineur et des activités finalement autour des rachats? Je pense qu'on a tous. Je vais vous donner moi juste un petit exemple, je passerai la main après. Ça me rappelle un cas, on en avait parlé. Vous connaissez Bias Bank, d'accord? Non, vous connaissez B4Bank. J'ai fait exprès de vous dire l'inverse. B4Bank, c'est une banque qui existe. Un jour, c'est une seule vision d'un domaineur. Il y a des gens bien, encore une fois, je dis pas le contraire. Moi, on m'appelle directement. Donc notre numéro de téléphone était sur les WIS. Enfin voilà, bon, pas de problème. On nous dit bonjour, j'ai un net, un com et un org. J'ai Bias Bank. Et je vous les vends. Vous êtes BNP Paribas. Donc bien sûr que quel que soit le prix, jamais j'allais acheter ça. Je ne voudrais pas être le parjure de mes propres confrères B4Bank, sachant que c'est un typo squatting, Bias Bank pour B4Bank, naturellement. Nous, on ne fait pas ces choses-là. Là où j'appuie, c'est les domainers ne savent pas vraiment, malgré tout, enfin certains, ils ne se sont pas adressés à la bonne personne. Que ce soit le CIC, BNP Paribas, Société Générale, personne, les confrères à ce moment-là, n'auraient pas acheté Bias Bank pour ne pas être eux-mêmes, vous voyez, dans l'embarras. Parce que B4Bank aurait dit, bah tiens, le Bias Bank est un typo squatting maintenu par BNP Paribas. Jamais faire ça. Ils s'adressaient à la mauvaise cible. Et ils en demandaient un... C'était, bon, les trois, c'était à peu près 15 000 euros à l'époque. C'était un peu disons. Donc ça, c'est juste un exemple de mon cas de... Je ne sais pas s'il y en a qui veulent... S'il y en a qui veulent compléter, peut-être Jean-François, qui a peut-être l'habitude de... Oui, ben on a l'habitude de travailler avec eux. Alors, je dirais qu'en France, globalement, on a des interlocuteurs qui sont plutôt sympathiques et raisonnables. Historiquement, au début des années 2000, on avait parfois des gens qui étaient plus dans le cyber-squatting, faut pas se le cacher, et qu'on nettoyait au fur et à mesure leur portefeuille pour avoir des choses qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus génériques, ou des noms brandable, justement, qui peuvent devenir des marques. Donc, des gens comme Dominium de Philippe Franck, par exemple, aujourd'hui proposent des tarifs qui sont souvent raisonnables, entre 2 et 5 000 euros pour un .com ou .fr, si on parle d'un des plus gros domaineurs français qui est aussi d'ailleurs à l'initiative du NDD Camp. Moi, là où j'ai plus de difficultés, c'est notamment avec des domaineurs américains qui peuvent avoir des gros portefeuilles et qui vont avoir des 4, 5, 6 lettres et qui vont être quand même très gourmands, parfois demander 100 000, alors
alors qu'on a un budget de client qui va être à 15, 20 000, ce qui est déjà une belle somme. Et là où on a un désaccord financier, on n'arrive pas à trouver un accord et la vente se fait pas parce qu'ils ont été trop gourmands. Donc j'ai l'impression globalement que les domaineurs français ont des portefeuilles plus propres aujourd'hui, qui se sont presque tous éloignés du cyber-squatting spéculatif qu'on avait pu avoir à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et que globalement ils savent que voilà les entreprises peuvent avoir ont des budgets limités. Après il faut voir les cas bien entendu particuliers, du très joli nom en 3 ou 4 lettres en .com qui est un petit peu générique, où là les sommes vont être logiquement plus importantes, mais ça fait quand même 20 ans qu'on parle des noms de domaine très, très fréquemment. Tout le monde commence à bien se connaître et connaître les habitudes du marché. Donc, on a des choses plutôt raisonnables. Et alors, quand on parle des noms de domaine qui sont rachetés également, et là, c'est peut-être une question pour tous. Le cas typique, c'est je vais racheter le terme générique de mon activité. Je suis dans le domaine du football, je rachète football.fr. Ça a été un rachat réel, d'ailleurs, football.fr à un moment donné. Ça a coûté beaucoup d'argent, mais ça présente aussi un intérêt, c'est que si j'ai football.fr, le football en France, c'est moi. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acquisitions de noms de domaine un peu blockbuster avec des gros montants, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez encore de votre point de vue ou moins, ou quelle est la tendance un petit peu sur le marché des noms de domaine? Est-ce qu'on va plus sur le rachat des noms de domaine, est-ce qu'on va plus vers des choses, des noms brandable ou encore des noms génériques? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché du rachat de noms de domaine? Juste c'est vrai qu'on a eu beaucoup, notamment en .com, des gros acteurs qui ont mis des sommes très importantes sur des noms génériques pour de leur activité. Je pense à Expedia avec Hotel.com à 11 millions de dollars. Je pense à Toys R Us avec Toys.com à 5 millions de dollars. D'après ce que je vois quand même moins d'acquisitions de noms de domaine de ce type à ce type de montant, ou alors utilisé pour un sens qui va être différent, pour que la marque soit justement distinctive, parce que c'est un des éléments très importants. On évoquait les changements de nom. Souvenez-vous, Blablacar, avant c'était covoiturage.fr. Covoiturage.fr, c'est super pour le référencement, surtout à l'époque en SEO où le MD, l'exact match domaine, correspondait. Donc le covoiturage, c'était moi. Par contre, je m'appelle covoiturage pour des activités de covoiturage. Pour les juristes qui sont dans la salle, là, il n'y a pas du tout de distinctivité, c'est impossible. C'est en tant que marque, c'est nul. Et quand je vais aller à l'international, que je m'appelle covoiturage.fr, pour un Allemand, pour un Anglais, pour un Espagnol ou un Italien, ça pose de la difficulté. Donc voilà mon point de vue sur ce type de nom un peu générique ou descriptif. Philippe ? Brièvement, je travaille pour Orange, la partie innovation, même si la question est plus sur la partie juridique, je vais essayer de répondre. Nous, on est un cas évidemment un petit peu particulier parce que le terme est générique, mais c'est un droit de marque qu'on peut faire valoir. Donc, je pense pas on soit confronté à ce genre de problème. Nous, depuis le rachat de la marque et même bien avant, il y a toute une démarche de petits pas qui a été entreprise pour faire en sorte que CCTLD par CCTLD, et y compris TLD d'ailleurs, on protège nos droits de marque, et qu'au cas par cas et en fonction de la direction de la communication et de la marque, il y ait des dépôts dédiés en fonction des marques déposées. Mais ce problème de généricité de la marque, on ne l'a pas vraiment, puisque les droits que l'on a sont sur un périmètre particulier. Je ne suis pas juriste, mais et dans ce cadre-là, on n'a jamais eu qu'un problème. Absolument, merci Philippe. Et il y a un autre élément aussi qu'on voit, c'est que si à un moment donné, effectivement, il y avait une tendance de rachat éventuellement de noms génériques qui allait depuis les domainers vers les grandes entreprises, donc qui rachetaient des noms, ce qu'on voit aussi maintenant de manière assez régulière, ce sont des grandes entreprises qui ont dans leur portefeuille des noms de domaine génériques qui vont potentiellement générer pas mal de trafic, qui elles revendent également
des noms de domaine génériques pour récupérer du budget. Donc ça, on voit également des transactions qui vont cette fois-ci dans l'autre sens. Alors on a pas mal parlé du .com, on a pas mal parlé du .fr aussi, on n'a pas encore parlé des .brand, même si c'était un sujet qu'on a évoqué dans la précédente table ronde. Donc je voulais quand même faire un petit point là-dessus sur ces aspects de créer sa propre extension. On a BNP Paribas qui a sa propre extension, on a Orange qui a également sa propre extension, on a l'AFNIC qui fournit du service de back-end pour les .brand. Et je voulais cette fois-ci donner la parole à Cédric pour nous faire finalement un petit retour d'expérience côté AFNIC sur ces .brand, sur le marché et comment finalement vous à l'AFNIC vous voyez les choses en la matière avec l'arrivée prochaine du second round. Merci Patrick. Ravi de participer à cette table ronde avec des personnes que je connais. Ravi de te connaître Nina aussi. Donc à l'AFNIC, nous on intervient aussi, on gère plusieurs extensions. On gère 21 extensions. On gère bien sûr le .fr, on en a beaucoup parlé, mais on gère aussi des GeoTLD, donc dont le .Paris, le .Alsace, le .BZH, le .Corsica, et des extensions de marque. Et on fournit à ce titre des services d'opérateurs techniques de registre. Je vais volontairement vulgariser la chose pour expliquer ce que c'est qu'un point marque. Donc quand nous on intervient sur des salons des entrepreneurs par exemple, alors notamment mon collègue Michael Vigreux qui est spécialiste du sujet et qu'on définit ce que c'est qu'un nom de domaine, on essaye de vulgariser en disant à l'entrepreneur qui va se lancer, qui va créer son site internet et qui va devoir choisir un nom de domaine, ça va être ton identité sur internet. Et je trouve que le parallèle est assez intéressant à faire aussi sur les extensions Internet et les extensions .marque. Quand une marque va se lancer sur la création de son extension, elle va créer son territoire numérique sur le monde Internet, dans le monde Internet. Et à ce titre, elle va définir ses règles, elle va pouvoir être libre de définir l'ensemble de ses règles et d'utiliser l'extension aussi avec ses propres valeurs. Et pour revenir sur la précédente ouverture à laquelle on a participé, c'était assez naturel que l'AFNIC lance cette activité d'opérateur technique de registre aussi sur le marché français. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'ICANN a laissé une période de 6 mois aux marques majoritairement pour se décider, ce qui est quand même assez court. Et là, on a quand même une nouvelle opportunité de réfléchir sur une plus longue période à vraiment déposer son extension. Et donc, c'est le moment, en tout cas, de se poser la question. Là, on va rentrer un peu en détail aussi sur le calendrier. Mais en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que parmi ces marques qui sont allées, en tout cas pour se défendre à la base, celles qui fonctionnent, finalement, c'est dans les principaux secteurs d'activité, on voit la banque, l'assurance, la finance qui y sont allés en premier lieu. Alors Bertrand en parlera encore mieux que moi. Ça, c'est le premier secteur d'activité qui a candidaté. Le deuxième secteur d'activité, c'est le monde de l'automobile. On a aussi des secteurs qui ont été fortement représentés par le secteur de la grande distribution, mais aussi le secteur de la santé notamment. Et donc aujourd'hui, ce que font le terreau en tout cas qui constitue le succès d'une extension, je pense qu'il y a à prendre en compte comme critère le nombre de services digitales que gère une marque, notamment si ces services sont fortement à connotation de sécurité. Dans la banque, clairement, quand on consulte ses comptes, c'est un facteur vraiment déterminant. Dans le secteur de la santé, quand on va consulter aussi son dossier médical sur un suivi patient, un point marque est vraiment très intéressant. En tout cas, il faut vraiment se poser la question. Et puis, vous avez bien sûr l'aspect protection à prendre en compte. Et notamment pour cette nouvelle ouverture dont les conditions vont être nettement plus connues que la dernière, où on est vraiment sur la marge, le détail sur quand est-ce que ça va avoir lieu au mois après et le tarif.
à l'euro près. On va en tout cas on va avoir des vrais retours d'expérience et les conditions, comme je le disais, sont quand même globalement connues. Et alors, si on met d'un côté dans la balance le .com et le .fr et de l'autre côté le .brand, qu'est-ce qui fait pencher vers l'un ou vers l'autre? Tu peux nous donner un petit peu de feedback aussi sur le sujet? Oui, bien sûr. Je l'expliquais, en fait, on a vraiment la connotation, on crée un nouveau territoire. Donc on va être dans la racine et on va pouvoir faire vraiment ce qu'on souhaite sur son TLD. Vous allez aussi être dans un contexte où vous allez devoir en tout cas jongler avec plusieurs extensions. La nouvelle ouverture, aujourd'hui on a 1200 extensions qui se sont créées avec la dernière ouverture de 2012. Combien y en aura-t-il à la suite de la prochaine ouverture? On ne sait pas encore, peut-être 2000. Et donc, quand vous créez votre territoire numérique, vous allez officialiser aussi ce territoire. Donc, il y a plusieurs marques aujourd'hui qui se disent, finalement, j'ai mon point marque, je mets 100% de mes usages sur ce point marque pour officialiser en tout cas les noms de domaine utilisés sous mon point marque. Derrière, tout ce qui est géré par la marque et qui a besoin encore de se protéger sur d'autres extensions, tout ce qui est géré à côté, ce sont à titre de protection, mais c'est non officiel. Et ça, je trouve que cette approche est aussi intéressante pour la prochaine ouverture. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, justement, et on a effectivement la chance d'avoir deux opérateurs de .brand avec nous. Et je voudrais commencer par donner la parole à Bertrand. Alors je sais que c'est un sujet dont tu as parlé dans l'autre. On vient de faire une présentation. Un public différent. Alors des gens veulent te revoir une seconde fois. Mais je vais vulgariser. Et en fait, la question, c'est effectivement, voilà, et si c'était à refaire, est-ce que chez BNP Paribas, vous le feriez à nouveau? C'est une très bonne question, et je ne sais pas si les gens qui ont écouté ma présentation sont maintenant convaincus qu'il faut créer un point brand. Voilà. Je vais prendre très rapidement tu as déjà parlé de beaucoup de sujets, je vais donner que les piliers qui me semblent essentiels. Je suis très transparent et comme je le dis à chaque fois, moi au début, au moment de ce programme, je suis rentré dans le domaine management, j'étais pas pour. Je l'assume complètement. J'étais comme tout le monde à dire, il y a des points com, tout va bien, pourquoi faire ce point de Paribas? Et tout mon chemin, depuis 12 ans, m'a montré le contraire très rapidement. Voilà. Donc c'est avec ce recul objectif, c'est pour ça que je le dis, que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vecteurs sur lesquels on n'est pas au courant. Nous avons fait partie du premier round où en fait personne n'avait de plan. C'était la première fois que ça arrivait, il faut être honnête, on y allait un petit peu à tâtons. Les pionniers. Voilà, les pionniers, tout à fait. Et toutes les marques dans le monde, c'était ça. C'est la première fois que ce business s'ouvrait. Donc en fait, on est allé... on a développé nos activités à force. Et pourquoi ce sera à refaire? Bien évidemment, pour des aspects qu'on ne voit pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là je résume. Il faut changer son angle de caméra par rapport à un point .com, un point .fr. Il faut regarder autrement la chose et on développera des services. C'est pas que business, il y a de la sécurité technique bien sûr, mais aussi opérationnelle. Vous indiquez du visuel à vos clients où se rendre. Encore une fois, qu'il y ait des couches de sécurité, SSL ou non, vous allez au bon endroit cette fois. Vous pouvez développer votre activité, votre esprit pionnier, développer des API pour vos services, avoir des noms persistants, être sûr de ce que vous faites sur votre TLD et vaincre une fois pour toutes sur votre TLD le cybersquatting. Je finirai, je pense, sur un point qui est important. Je m'inspire d'un économiste que d'autres ont peut-être entendu il y a à peu près 10 ans. Il a dit qu'il y avait un marché pour chaque TLD et qu'il n'y avait pas un marché des TLD. Il avait tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en faisant notre point brand, c'est une question que les gens vont se poser. Oui, ça n'annulera pas les autres extensions. Chaque extension est un marché. Il faut définir si vous voulez y aller ou pas. C'est plutôt dans ce sens-là. Le point brand n'empêchera pas le point com, mais de nos chiffres, de ce que j'ai vu, moi, depuis qu'on est délégué le 26 septembre 2014, notre .brand a permis de réduire nos frais de fraude à côté, de réduire, on a toujours de cybersquatting, mais beaucoup moins, etc. Ça, c'est un aspect que les gens ne mesurent pas. Ils nous demandent simplement si on arrête de produire sur l'ancien Internet. La réponse est non, mais par contre, on s'en sort beaucoup mieux sur
On a réduit notre budget de défense, d'essuyage des plâtres, si j'ai envie de dire. Très bien, merci. Peut-être Philippe, un petit retour d'expérience côté Orange, même si c'était pas, je crois, toi qui étais directement sur le projet, ça mais rejoint côté Orange, si c'était à refaire. Oui, donc moi je suis sur la partie technique finalement, hein, la division innovation. Et pour répondre très rapidement à ta question, la réponse c'est, je pense que si on avait à le refaire, on le referait exactement pareil. Hein. Pour la raison un petit peu qui vient d'être dite, hein, c'est que ça consolide la gestion de notre portefeuille et que finalement on fait désormais assez peu de dépôts dédiés pour nos services. Tout se construit sur le portfolio existant. Alors juste pour la petite histoire, les brands, on les a vus venir de loin, hein, si j'ose dire. On est impliqué à l'ICANN depuis avant l'ICANN d'ailleurs, puisque je crois qu'une des filiales était impliquée dans le trial qui a précédé la création de l'ICANN, filiale de France Télécom à l'époque, avant Orange. Et donc je pense que 2009, je vais pas vérifier mes mails, mais on commençait à entrevoir la possibilité d'un tour de création des brands. Donc en termes d'organisation et côté innovation, on a quand même beaucoup réfléchi sur la niche potentielle d'usage, sachant qu'on a une structure un peu particulière où on fait du B2C avec beaucoup de filiales qui sont déjà installées sur des CCTLD et on a une communication sur le .com par ailleurs sur tout ce qui est corporate. Donc la niche d'usage, elle est finalement assez limitée. Même si d'un point de vue innovation, je suis toujours un petit peu pas mal à l'aise, mais on parle essentiellement de l'email et du web. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le DNS qui sont ni l'un ni l'autre et qui sont des usages entre guillemets générés par des machines. Alors ça peut être du prefetching, ça peut être un ensemble de choses. Mais donc voilà. Donc sur le retour, on a eu une organisation, je crois que ça a été dit sur la dernière session, accrochée au COMEX avec un fort levier décisionnaire, qui par la suite, donc avec une motivation essentiellement brand. Et qui, avec le recul, se justifie totalement. Mais qui, une fois qu'elle disparaît, c'est vrai qu'il y a un trou d'air quant à son usage potentiel. C'est rentré dans notre portefeuille et on l'a finalement mis à disposition de l'ensemble des UA, des unités d'affaires, pour leurs usages techniques ou pas. Et les usages qui ont émergé sont finalement, en général, ni du web, ni de l'email. Ce sont des choses du type... usage pour le cloud, par exemple, de communautés de développeurs, sur l'IA, sur un petit peu d'événementiel, mais finalement rien qui. Donc cette idée qu'on puisse remplacer des usages CCTLD ou des usages .com avec un point brand, enfin en tout cas à notre sens, c'est pas l'expérience qu'on a eue. Voilà. Très bien. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était par rapport juste à la discussion qu'on avait vue avant sur le choix de nom de la marque et donc avec le choix d'avoir le Orange. Je pense qu'il y avait aussi un intérêt pour Orange de faire le point Orange parce qu'on a vu que dans tous les autres NTLD qui sont sortis, il y a quasiment toutes les couleurs. Hein. Il y a le point black, il y a le point blue, il y a le point green, il y a le point red. Donc si ça n'avait pas été vous, il y avait un risque potentiel qui est peut-être un autre registre qui soit positionné là-dessus. Oui, c'est ce que je disais par défense de la marque. Effectivement, les menaces entre guillemets venaient pas de tiers possédant des droits de marque, puisqu'il n'y en a pas de tiers. Mais effectivement, étant, comme je le disais tout à l'heure, un nom entre guillemets un nom générique, je pense que avec le recul, on ferait exactement pareil s'il n'y avait pas eu cette candidature en 2012. Donc une utilisation, si je comprends bien, plutôt limitée, confidentielle côté Orange, qui est finalement assez distincte de ce que vous faites chez BNP Paribas. Tu peux peut-être nous dire un petit mot par rapport à l'utilisation finalement qui est faite du dot brand chez vous, et peut-être après on laissera la parole à Jean-François qui pourra peut-être nous donner quelques mots sur le point Leclerc. Nous, on a on a des usages techniques, comme on est exactement, comme Philippe précise. Oui, naturellement, on s'en sert. Il y a aussi des choses qu'on a vues. Comme je dis, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le fait que vous soyez un dot brand, vous avez d'autres usages que vous ne voyez pas. Encore une fois, il faut changer la caméra par rapport à un .com. On a l'usage commercial, marketing, de communauté. On a dédié des noms de domaine aussi notre usage. On a fait notre convention de nommage, une nouvelle. Par exemple, dans la présentation, je parlais du event.bnp Paribas. Tous nos événements sont quelque chose pour event.bnp Paribas. Voilà, comme ça, c'est standard. On a un nom de domaine dédié au sender, no reply pour l'emailing dans certains cas, pour ceux notamment qui ont besoin d'un canal d'envoi de mail mais qui n'ont pas de site web avec un nom cohérent. On a pas mal de choses. Par contre, nous sommes un grand groupe de marques
Et par exemple, nous avons plusieurs marques commerciales. Si par exemple que quelqu'un connaît 7LM, il n'y a pas de 7LM pour BNP Paribas parce que simplement, la marque ne communique pas sur le groupe BNP Paribas. Donc il n'y a aucun sens de les sortir. Et enfin, sur les pays, oui, on a toujours nos sites institutionnels sur les pays. C'est une question de cohérence et de rester dans la langue locale, de SEO, de plein de choses. C'est un choix de la com, et ça, on l'a vu très bien. Donc ce sont des usages complémentaires, finalement. Oui, alors pour revenir sur le point de Leclerc, donc avant de fonder la société Solinems avec mon associé Anthony Don, j'ai pu travailler sur le point Leclerc qui est venu en fait juste quelques mois avant le lancement. Et ils avaient un problème, c'est que le site de Leclerc avant, c'était pas leclerc.fr. Si vous vous rendez sur ce site, vous verrez que c'est un passionné des chars Leclerc qui a ce nom de domaine-là. Et c'était pas non plus leclerc.com parce que leclerc.com, c'est l'association des gens qui s'appellent Leclerc au Canada qui l'avait. Et donc, premier arrivé, premier servi, et juridiquement impossible de le récupérer parce qu'il y a un intérêt légitime, gros chèque à faire. Et ils se sont dit, pourquoi on ne se créerait pas notre propre territoire numérique avec le point Leclerc ? Et on a pu les accompagner de cette façon-là, avec une communication grand public. Il y a eu des frayeurs en termes de référencement, en termes de SEO au tout début, et ils ont décidé de sortir d'abord les petits sites, donc il y avait le blog du patron de Leclerc qui a été lancé pour voir comment ça réagissait en termes de référencement, un nom de domaine en point Leclerc. Ils ont été rassurés par le comportement auprès de Google. Alors ils ont commencé à lancer les e-commerce, j'ai en tête notamment le sport.leclerc qui était au moment de l'Euro 2016 qui était organisé en France de football. Et puis ça s'est bien comporté. Donc au fur et à mesure, tous leurs nouveaux sites sont sortis en point Leclerc, location.leclerc, parapharmacie.leclerc, etc. avant de passer au gros site E.Leclerc, qui a été le dernier. Mais ils ont pris toutes les vérifications en amont que les autres petits sites, en termes de référencement, fonctionnaient bien, avant de changer vraiment le gros site E.Leclerc. Très bien. Cédric. Oui, pour compléter effectivement ce que tu dis, Jean-François, Leclerc, ça arrivait vraiment aussi à un moment assez magique où ils avaient une stratégie d'ouverture de nouveaux magasins très spécialisés. Ils se sont aussi lancés sur des sites e-commerce dédiés. Donc on a sport.leclerc, culture.leclerc, et ils utilisent aujourd'hui leur extension de manière totale. Ça va jusqu'aux emails. Et vous avez aussi un critère intéressant que je trouve très intéressant dans un point marque, c'est de pouvoir valoriser un réseau de distribution, que ce soit un réseau d'agents, que ce soit des distributeurs comme Leclerc, et vraiment valoriser votre communauté au sens large propre à la marque. Ils ont aussi des sites spécialisés pour leur centrale d'achat, pour tous leurs fournisseurs. Enfin, voilà, c'est un très très bel exemple. Et après, on constate deux usages dans la manière de déployer un point marque. Soit effectivement, il y a les candidats, en tout cas, qui déploient de manière assez prudente et qui vont étape par étape. C'est une approche. Et il y a ceux qui y vont à fond et qui déploient complètement, Bertrand. Mais ça aussi, c'est une bonne approche également. Et très rapidement, tu fais une transition qui est très bien, et je respecte toutes les stratégies. Nous, à BNP Paribas, on a fait totalement l'inverse. On a mis les deux pieds dans le plat, et je pense que pour nous, ça a fait une bonne stratégie. Si on fait des petits sites en y allant doucement pour tester son TLD, parce qu'on aurait peut-être, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'était un peu compliqué d'avoir des .com ou des choses un peu d'avant. C'est pour ça qu'ils ont pu faire aussi ce truc-là, y aller peut-être à tâtons. Nous, on n'a jamais eu de problème avec BNP Paribas. C'est une sémantique où on fait forcément exprès d'y aller. Et nous avons pris notre banque en ligne comme premier projet. Mais justement, le problème, c'est ce que je dis de ces points brand, c'est à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, c'est faire de l'adoption et de la communication. Ce qui va coûter le plus de temps et de sueur de ce projet, c'est la communication. Je pense que tout le monde qui a une extension, peut-être Leclerc diront pareil, je pense qu'ils peuvent dire que c'est vrai. Voilà. Et du coup, la banque en ligne, tout le monde y va. C'était BNPNet dans le temps. On est passé à mabank.bnp Paribas. On y allait doucement à migrer des services. Les deux existaient. Et une fois que en fait, 95% de nos clients de banques domestiques de détail en France y allaient, ils ont tous connu le point BNP Paribas. Et on a pu aller très vite dans l'adoption de notre point BNP Paribas, d'autant plus qu'on devait garder pour plein de marques des tas de noms de domaine en .com ou en extension générique. On devait les garder. Donc, je pense qu'on a réussi notre coup comme ça, à mettre les deux pieds dedans. Et on a fini par effectivement le groupe .bnp Paribas qui a totalement remplacé notre .com. C'est notre site global. C'est un peu différent, donc voilà. Et alors pour faire un panorama
un peu plus complet des dot brands et finir finalement avec ça sur ces aspects-là avant d'attaquer et rediscuter du deuxième round. Il y a également des sociétés qui ont décidé d'abandonner leur dot brand. Est-ce que vous voulez partager avec nous les motivations qui ont conduit certaines de ces organisations à abandonner leur extension? Cédric, peut-être? Je pense que la motivation, elle est plutôt très simple. En fait, elle est très liée aujourd'hui à ce qu'on voit dans le paysage des noms de domaine de second niveau. Sachant que les extensions de premier niveau, c'était un vase clos, il n'y avait pas possibilité de pouvoir réenregistrer un autre nom. Mais les principales motivations, en tout cas, qui peuvent conduire à un abandon, c'est ce que vous avez tous quand vous avez un nom de domaine de second niveau. C'est soit effectivement la marque change de nom, soit le projet n'est pas vraiment utilisé et puis finalement on change de stratégie. Ou qu'il a été fait à titre défensif, ce qui a été le cas aussi. Il a été fait à titre défensif à la base, mais voilà, c'est pour moi les deux principales raisons. Après. Jean-François ? Ouais, pour compléter, c'est vrai qu'on a vu donc des marques qui ont retiré leur dossier, mais il y a eu quand même quelques cas de points marques qui ont été revendus pour un autre usage. Il y a le point CBS notamment, donc qui était une radio en Australie, qui a été rachetée par Short Dot, si je me trompe pas, et qui a été marketé pour Side by Side. Et puis récemment, il y a eu le lancement en Sunrise Period du point Vana, qui était une marque que voulait lancer Warner Bros. Finalement, ils l'ont jamais lancé, ils n'ont rien fait, ils l'ont revendu. Et donc, c'est Internet Naming Co, donc anciennement Uniregistry, UNR, cet univers-là, qui a lancé donc le point Vana. Donc, c'est intéressant de voir que des marques qui étaient dans la racine et utilisées ont pu être recyclées et revendues par la suite. En France, on connaît tous Total avec le point Total. Aujourd'hui, on voit toute la communication de Total, c'est uniquement en Total Énergie. Qu'adviendra du point Total? Ça pourrait être intéressant comme nom, parce que c'est une extension, il existe bien le point global, pourquoi pas le point Total ouvert à tous, c'est une possibilité. Philippe ? Ouais, non, j'allais dire, ça rejoint un peu ce que vous disiez. L'une des raisons pour lesquelles nous on l'a gardé c'est deux choses. C'est d'abord la généricité de la marque, donc la question de la menace. Et finalement, pour Total, c'est un petit peu la même chose. Ce que probablement Orange et Total n'est pas, c'est qu'on reste un groupe technologique, que du coup la niche étroite dont je parlais tout à l'heure entre les CCTLD et les GTLD, elle s'est trouvée remplie par des usages technologiques. Ce qui n'est probablement pas le cas et forcément pas le cas pour des gens qui ont laissé tomber leur point GTLD. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, techniquement, d'abord par principe, on déteste les migrations DNS, on déteste ça. Donc maintenant que c'est utilisé, je pense que la probabilité pour qu'on le lâche est assez faible. Voilà. Et puis au-delà de ça, la menace sur le principe d'une marque générique demeure. Très bien. Je vais te laisser la parole, Philippe, pour parler du second round ICANN. Alors, j'aimerais que tu nous dises un petit peu... Pardon ? Ouais, ok. Ok, le prochain, alors. Biz, Mobi... Ok. Le subséquent. Ouais. On a le même problème de terminologie qu'avec le Web3. On fera attention. Par contre, ça fait plusieurs fois que je dis le second round et tu réagis qu'au bout du 15e. Je m'attendais à ce que tout de suite tu... Donc le prochain round. Philippe, parle-nous d'abord un petit peu rapidement de tes missions, de tes fonctions dans l'univers, dans l'environnement ICANN. Le prochain round, on en a quand même beaucoup parlé lors de la dernière session. Moi, je suis un tout le monde était peut-être depuis, pas là. Ah oui, pardon. Peut-être que effectivement beaucoup de gens étaient sur la session BNP Paribas. Nous à l'ICANN, on est actifs depuis, comme je le disais, depuis très longtemps, y compris via France Télécom. Moi, j'étais impliqué depuis 2001, je crois, sur les questions ICANN en back-end pour les techniques, pour les gens qui participaient à l'ICANN. Et puis depuis, je suis actif, je ne sais plus, depuis 2016, j'ai été conseiller GNSO, président du GNSO, et là maintenant président du groupe des FAI au sein du GNSO. Et donc sur le prochain round, le round subséquent, ou peu importe le terme qu'on utilise, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que là, la date, elle a quand même peu de chances de décaler. Il y a
beaucoup de choses qui sont désormais publiques et des éléments factuels qui démontrent que les choses avancent. On a parlé de l'applicant support, de l'octroi de bourses pour les candidatures. Quels sont éventuellement les points de blocage encore Alors aujourd'hui, il y a encore quelques dépendances comme les IDN, la phase 2 qui doit se terminer. Il y a quelques recommandations du GNSO qui sont en cours de révision pour reconsidération par le board. Il y a à la fois un point énorme où une montagne qui va accoucher d'une souris, qui est, ça a été évoqué, PIX-RVC, ce sont ces engagements volontaires des registres et la manière dont l'organisation ICANN va pouvoir les enforcer, on dit en anglais, et la manière dont tout ça sera géré, qui peut... C'est un sondage, une question aujourd'hui interne à l'ICANN, à savoir s'il y a une évolution des statuts qui est nécessaire. Donc ça, c'est un peu l'éléphant, même si ça se trouve, rien de substantiel ne se produira. Donc voilà, un peu pour le panorama. Je pense que sur et donc sur ce qu'on appelle l'IRT, donc la mise en implémentation des recommandations du GNSO, les choses avancent quand même très vite. Il y a une grande part de la nouveauté dont on parlait tout à l'heure, les RSP, là, ces registres Registry Service Providers, qui sont en préévaluation globale pour l'entièreté de leur candidature. Ça, c'est assez largement défini. Voilà, tout ça pour dire qu'on a une visibilité sur l'échelle de temps et puis les quelques dépendances qui demeurent. Les génériques clos sont abandonnés. Voilà, les dépendances tombent au fur et à mesure qu'on avance, et donc je pense que le calendrier sera tenu, ne serait-ce que et du point de vue des FAI, c'est quand même surtout dans un contexte où, pour ceux qui suivent WISIS+20, etc., où on retombe dans des discussions sur la gouvernance technique de l'Internet, il y a une forme de crédibilité de la communauté technique de l'ICANN en tant que telle, et donc le fait de délivrer à temps est de notre point de vue crucial, même si nous on n'a pas d'intérêt désormais sur le tour de création de GTLD, quoi. Très bien, donc on croise les doigts pour avril 2026. Alors comment on se prépare, Cédric c'est quoi la timeline, c'est quoi les grandes étapes à suivre lorsqu'on est une grande organisation et qu'on veut mettre en place son extension? Déjà, je te rejoins complètement, Philippe. Je pense que la prochaine ouverture, la 4e, si je ne me trompe pas, a de bonnes chances d'arriver, en tout cas à mi-2026. L'ICANN a annoncé mars 2026. C'est notre directrice juridique, Marianne Georgelin, qui a participé au dernier sommet ICANN à San Juan. Et elle est revenue en me disant ça fait juste 2 fois qu'on confirme la date de mars 2026. Et donc, dans le langage ICANN, ça veut dire ça y est, tenez-vous prêts. Il faut vraiment être prêt et commencer la réflexion en interne. C'est officiel. On réfléchit parce que sinon, on va avoir que 6 mois quand ça va être annoncé fin 2025 avec la publication du guidebook pour prendre sa décision de candidater ou pas. Donc, comment on se prépare? D'ores et déjà, il y a eu plusieurs éléments qui ont été très intéressants là, dans le cadre de notre discussion que je vais rappeler. Mais à mon sens, il faut déjà identifier en tout cas quelqu'un en interne capable de monter une équipe transverse sur des sujets qui sont donc de l'ordre des sujets principaux, à la fois qui vont avoir des enjeux juridiques, techniques et communication marketing. L'idéal, alors Bertrand a utilisé le terme de convention de nommage en interne. Ça, je trouve ça très intéressant parce que justement, ça veut dire que vos règles, votre organisation aujourd'hui, liées au nom de domaine, il faut aussi qu'elles soient en mesure d'être étudiées et d'évoluer avec cette nouvelle extension. Et le plus tôt c'est fait, quand on prend, en tout cas dans ce type de projet, une nouvelle organisation qui intègre cette extension, le plus tôt on la valide, on met à jour sa convention de nommage et c'est validé par votre top management, ça donne aujourd'hui toutes les chances que votre extension soit adoptée et utilisée à terme. Sinon, si je caricature, vous allez vous retrouver dans 5 ans, vous allez candidater à titre défensif, les équipes auront changé et vous allez vous demander de manière assez régulière, qu'est-ce qu'on fait de cette extension. Ça, je trouve que c'est un scénario qui est quand même très dommage.
Donc c'est vraiment maintenant où vous allez candidater, où il faut se poser la question et se structurer pour que cette extension puisse être vraiment portée et vraiment utilisée. Cette nouvelle ouverture, par rapport à la précédente, je pense qu'il y aura moins de besoin, en tout cas, d'y aller à titre défensif. Attention, ça existera encore. Mais je pense que là, on a une vraie opportunité d'y aller pour l'utiliser. Et c'est vraiment aussi le grand changement. Très bien, merci beaucoup. Alors vous voyez, les grandes entreprises ont énormément de choses à faire lorsqu'il s'agit de gérer leur portefeuille de noms de domaine, en allant de racheter des noms de domaine, à gérer son portefeuille, à se poser des questions sur ces .com, ces .fr, s'interroger sur les .brand. D'ailleurs, j'ai sur les .brand, donc ce fameux territoire virtuel qu'on peut se créer. Ma dernière question peut-être sera pour toi, Nina. Est-ce que d'un point de vue purement marketing, création de nom d'une marque, est-ce que finalement c'est pas le rêve que de pouvoir se créer finalement son propre territoire numérique et s'y épanouir à l'intérieur? C'est vrai que ce qui est intéressant dans chacun des exemples que vous mentionnez, c'est cette stratégie de master brand que permet d'instaurer ce .brand. Là où, et rapidement, tu l'as évoqué, c'était pas forcément adéquat, c'était quand on était sur une stratégie de co-branding. C'était l'M.BNP Paribas, ça fonctionnait pas parce que on a deux univers de marques distincts qui viennent se rencontrer et c'est pas forcément adéquat. Très bien, merci. Alors, on voulait également vous donner un autre aperçu de ce que ça veut dire gérer des noms de domaine ou s'intéresser à des noms de domaine ou avoir une stratégie en matière de noms de domaine lorsqu'on est une grande organisation. Alors, on a parlé de conventions de nommage. Il y a des entreprises qui appellent ça des politiques de noms de domaine. On trouve des termes relativement variés, mais c'est généralement, ou des chartes. Alors, on évite charte de nommage parce que du coup, ça se confond avec ce que fait la FNIC. Donc, on essaye toujours... On en fait un petit peu aussi. Ouais. On essaye de trouver des termes peut-être parfois un peu plus adaptés. C'était peut-être un peu le thème de la journée, trouver les bons termes qui vont bien en fonction de ce dont on parle. Mais les entreprises, effectivement, ont besoin de se structurer. Elles ont besoin de se structurer en la matière, généralement sur trois grands piliers fondamentaux. La gouvernance des noms de domaine, quelles sont les règles d'organisation, les responsabilités que je vais mettre en place en interne pour pouvoir gérer un portefeuille qui est un portefeuille important. Je veux dire, les grandes organisations françaises ont des portefeuilles qui sont souvent de plusieurs milliers de noms de domaine. On a des grandes entreprises françaises qui ont des portefeuilles de plus de 10 000 noms de domaine. Mais il faut structurer tout ça. Donc la gouvernance, après il y a les aspects purement de nommage, de naming, c'est-à-dire quels sont les noms que je vais choisir, les noms de domaine que je vais choisir, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre à gauche du point et qu'est-ce que je vais mettre à droite du point. Et ensuite, il faut également gérer, je vais dire, dans un troisième grand bloc, les aspects relatifs aux contentieux, aux incidents, aux cyberattaques, qui sont forcément des éléments sur lesquels il faut se structurer en mettant en place des outils de surveillance notamment. Et il faut être capable de balancer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les portefeuilles des grandes entreprises ont tendance à être un petit peu moins importants, mais vont être complétés avec de la surveillance qui va permettre de pallier un peu moins d'enregistrement défensif. Donc, comme on a la chance effectivement d'avoir des acteurs très pertinents là aujourd'hui sur ce sujet-là, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça et en réévoquant vraiment très rapidement les aspects liés au .brand. Comparativement au .com, aujourd'hui, Bertrand, par exemple, dans l'exploitation quotidienne des noms de domaine à l'intérieur de BNP Paribas, comment est-ce que vous gérez finalement vos extensions historiques et votre .brand? Est-ce que vous avez une gestion séparée? Comment ça fonctionne au quotidien chez BNP Paribas? Il y a déjà un truc qui nous aide, c'est la structure. On est organisé, il y a une sensibilité depuis plus de 15 ans à BNP Paribas sur la question des noms de domaine. Je sais qu'il y a beaucoup de grands groupes qui n'ont pas de gestion dédiée et qui le font à leur manière très bien. Donc moi, quand je suis arrivé là-dedans, la conformité de notre groupe a dit il y a une question de nom de domaine. Ça, c'est essentiel. On travaille c'est bicéphale comme gouvernance, on a l'IT et la com group, tout simplement. Et comme nous sommes des services transverses en pyramide, nous pouvons parler à tout le monde dans le groupe. C'est ça qui est différent, par exemple. Nous avons des confrères qui sont organisés en caisse privée. Ce n'est pas une entreprise pyramidale. Et si un jour ils avaient d'aventure leur nom de domaine, enfin leur extension,
à communiquer, ce serait peut-être compliqué, peut-être. Nous avons une convention de nommage et depuis l'apparition du point BNP Paribas, nous avons simplement augmenté cette convention de nommage. On l'a rafraîchi, enfin on rafraîchit un peu l'ancienne. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a toujours les marchés des extensions qui existent, précédentes, et la nôtre. Et oui, grossièrement, on a fait une convention qui donnait de la cohérence à tout ça. Et on essaye de vendre en interne, parce qu'on a quand même si on est pyramidal, des entités et des raisons qui peuvent intervenir de ne pas utiliser .BNP Paribas. On va d'abord vendre en interne, quand il y a une demande de nom de domaine chez nous, simplement le .BNP Paribas, dans la mesure du possible. Maintenant, on maintient les anciens marchés pour, comme je disais, des questions aussi de country. Philippe en a parlé, c'est très vrai. Le choix de la banque actuellement, pour tout un tas de raisons, c'est par exemple garder un BNP Paribas.de pour l'Allemagne, un BNP Paribas.ca pour le Canada, des choses comme ça. On garde, mais ça, c'est que pour les plaquettes historiques institutionnelles des pays et être raccord avec des fonctionnements de SEO et compagnie aussi. Et pour avoir la cohérence de la langue. On veut toujours accompagner le client jusqu'au bout, même l'utilisateur. Ça, c'est une volonté forte, avec notre nom entier, donc pas de diminutif, et l'accompagner même dans sa langue. Voilà, tout ça. Et puis ensuite, nous avons des services exploités, comme je disais, des services des noms de domaine très réservés pour du service sur le point BNP Paribas, qui peuvent servir pour des API, des services to service, comme tu en parlais, enfin, toutes ces notions-là où des serveurs se parlent entre eux. Il n'y a pas que du mail et du site web, Philippe disait ça très bien. Donc voilà, cette convention essaye de prendre tout ça et on la table avant tout sur la marque. Voilà. Enfin, si je vulgarise et que je rentre pas trop en bas, voilà. Faut pas trahir de secret non plus. Philippe, côté Orange, comment ça se passe? Tu me disais que vous avez un comité de gestion des noms de domaine. Oui, c'est pas très original, si j'ose dire. Et c'est pas très original. Des noms de domaine en interne, on en mange. Hein. On a un comité de nommage auquel est mis à disposition le point Orange. Le point Orange est porté par la filiale qui est responsable des usages de la brand, qui est une filiale britannique. Et elle est présente au comité de nommage, et moi j'y représente l'innovation et la partie technique, et passe devant ce comité l'ensemble des UA qui ont besoin de noms de domaine toutes les semaines. Voilà. Et puis en fonction du besoin, on va les orienter plutôt vers un .com, vers le point Orange ou vers les CCTLD, suivant l'exigence technique ou le besoin d'usage fonctionnel. Voilà. Et finalement, le point Orange a aussi participé à la consolidation, je pense, de ce process un peu centralisé et à cette démarche qui est vraiment d'optimiser le portfolio existant et éviter les dépôts dédiés. Même si et cette organisation-là a aussi la vertu de pouvoir ramener, on a un grand groupe, il y a toujours quelqu'un quelque part susceptible de déposer des noms portant la marque et qu'à un moment ou à un autre, il faut les ramener dans le portfolio et les ramener entre guillemets dans le droit chemin, du moins de notre point de vue. Très bien. C'était intéressant d'ailleurs en discutant avec toi et avec Bertrand, vous aviez tous les deux la même conclusion qui était ô combien la communication interne et l'éducation est importante sur ces sujets. Donc c'est intéressant de voir que finalement c'était quasiment votre plus gros challenge aux uns et aux autres. Alors tout le monde qui peut réserver un peu tout et n'importe quoi. Alors tout le monde, ça peut effectivement être des salariés de l'entreprise, ça peut être des filiales, ça peut être des franchisés. Et c'est pas toujours évident de gérer un réseau de franchisés qui veut se déployer et lancer ses propres sites et ainsi de suite. Mais le dépôt de noms de domaine qui reprennent des marques peut aussi être le fait de tiers. Et là, je voulais redonner un petit peu la main à Jean-François pour parler cette fois-ci un peu plus des stratégies défensives. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la progression des litiges ou des infractions en matière de nom de domaine? Qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques qui sont publiées? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, donc les grands groupes ont défini des stratégies de dépôt. Ensuite, ils ont tous des surveillances de marque parmi les nouveaux dépôts de noms de domaine. Donc, je vais parler des abus, mais c'est vrai que c'est aussi important de retenir que ça permet de détecter des dépôts qui sont faits dans des contextes de shadow IT, c'est-à-dire des gens de l'environnement, de l'entreprise, le service informatique d'une autre filiale dans un autre pays. Ça permet la surveillance de détecter les abus, mais aussi tous ces cas-là pour ramener les petits noms de domaine à la maison. Alors les abus, le WIPO, l'OMPI a publié récemment le bilan de l'année 2023. Eugénie Chenon, ce matin, on en a parlé. Donc on est à 6200 UDRP l'année dernière, une progression de 8% par rapport
à 2022, et surtout une évolution spectaculaire, c'est qu'on est à plus 68% par rapport à la pandémie du Covid. Avant, on avait une moyenne autour de 3500 UDRP par an, donc on est aujourd'hui à plus de 6200. Parmi les abus, il y a le cybersquatting spéculatif traditionnel de papa. J'enregistre le nom de la marque et j'essaie de le revendre plus cher. Ça, les marques réagissent de moins en moins parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, et puis le cybersquatter va se fatiguer tout seul à ne pas le vendre. Là où les marques agissent beaucoup plus aujourd'hui, ce sont sur les problématiques d'usurpation de l'identité par mail, pour soit des détournements de paiement, soit des détournements de marchandises. Ça va être également toutes les problématiques de phishing, de vente de produits de contrefaçon, avec notamment des actions UDRP consolidées, avec des décisions qui peuvent être vraiment très impressionnantes. Je me souviens l'année dernière d'une décision pour Clarks qui a fait tomber plusieurs centaines de noms de domaine en une seule procédure. Donc c'est les représentants juridiques de ces marques arrivent en une procédure UDRP à faire vraiment de gros nettoyage de ce type. Donc on a une bonne stratégie entre une charte de nommage sur les dépôts préventifs, on fonctionne, .com, .pi, au strict minimum, et puis cette stratégie de défense en surveillant les noms de domaine qui vont reprendre la marque, et sur des cas qui peuvent être sensibles, c'est-à-dire que j'adore le orange.com, qui est le blog d'un artiste qui aime peindre en orange. Je pense que celui-là, vous n'avez pas le surveiller. Par contre, quelqu'un qui ferait orange-groupe.finance, celui-là, vous allez surveiller, voire peut-être directement faire une UDRP. Donc il y a des services de monitoring sur des noms de domaine spécifiques qu'on peut mettre en place pour voir comment ils évoluent. Et alors à partir de quel moment on s'alerte lorsqu'on détecte et qu'on met sous monitoring? Ça va dépendre de la stratégie de chaque marque, mais clairement sur un nom comme orange-groupe.finance, celui-là, rien de par l'écriture du nom de domaine, j'aurais tendance à engager tout de suite une démarche contentieuse, donc avec la mise en demeure, suspension auprès du registrar, et puis éventuellement procédure extrajudiciaire UDRP. Très bien, merci. Alors j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une personne en entreprise qui justement avait du mal à comprendre le concept de détecter et ensuite monitorer. Et en fait, j'ai trouvé une image, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais la détection, en fait, c'est un peu le test de grossesse. C'est-à-dire, il y a un flag qui dit la personne est enceinte, et le monitoring, c'est on sait que la personne est enceinte, mais on voit ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la personne concernée, pour voir ensuite si effectivement il y a un moment donné il faut s'alerter. Et je ne sais pas si c'est effectivement la meilleure image, en tout cas ça a permis à la personne de comprendre que la détection et le monitoring de ce qui a été détecté, c'est effectivement pas la même chose. Et on va juste en finir parce qu'on est au bout de cette table ronde. Avec toi encore Jean-François, quand on parle effectivement de surveillance de marque parmi les noms de domaine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut surveiller, qu'est-ce qu'on ne peut pas surveiller, quelles sont les limites aujourd'hui de ce type de technologie ou d'outils? Alors pour faire vraiment court, et il y a dans le fascicule que vous en donnez les organisateurs un article à ce sujet, mais en gros aujourd'hui sur les extensions génériques et les NTLD, on a l'exhaustivité des fichiers de zone, et donc les prestataires de surveillance comme SolidNames, comme CSC, etc. On peut garantir l'exhaustivité parmi ces extensions-là. Pour les extensions pays, chaque pays fait comme il veut. Globalement, on a la chance en France d'avoir à disposition le .fr avec un accès payant, mais aussi un accès en domaine data, ça dépend le format que vous choisissez, pour avoir l'exhaustivité sur les noms de domaine en .fr. Par contre, il y a des pays où on n'a pas les fichiers de zone complets des noms. Et donc là, il y a différentes autres sources. Mais aujourd'hui, là, on est capable de garantir 100% sur les extensions génériques et nouvelles extensions Internet. Pour les points pays, ça va vraiment être pour chaque pays une règle différente. Très bien, merci. Donc voilà vraiment brosser le panorama de tous les sujets finalement auxquels les grandes entreprises ont à faire lorsqu'il s'agit de gérer des noms de domaine ou de sécuriser leur portefeuille de noms de domaine. On est au bout de cette table ronde. Je voulais remercier les différents participants et intervenants aujourd'hui et laisser la place naturellement à quelques questions dans la salle. Je crois que Sébastien a une question. Quelqu'un a un micro peut-être ?
Of course of bicycle. Oui, j'avais une question parce que une des problématiques qui est importante en ce moment à l'ICANN et qui, le 28 mars, sera la deuxième journée pour l'acceptation universelle. Alors, il y a les problèmes avec les noms de domaine internationalisés, mais il y a ceux aussi du fait qu'on est passé de 2 lettres pour les CCTLD, 3 lettres pour les génériques, à beaucoup de lettres. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez rencontré des difficultés dans les usages, dans les logiciels qui étaient utilisés par vos clients pour accéder à votre site web ou à vos services, avec le fait que vous ayez plus de 3 lettres dans vos extensions? Donc l'acceptation universelle. Merci. Alors, oui, c'est bon. Moi, juste un commentaire, parce que je me souviens de ça. On avait dans une fameuse marque le navigateur d'une fameuse marque. C'est la marque à la pomme, pour ne pas la désigner. Dans le temps, son navigateur avait une liste d'extensions finie. C'est-à-dire que ça n'allait pas interroger une racine pour peut-être des besoins de sécurité, enfin, je sais pas. Là, on avait un problème. Les gens n'accédaient pas à leur banque transactionnelle. Ça a été rapidement mis à jour. Et il me semble, avec une suite de sécurité, je ne sais plus si c'est la suite russe ou si c'est plutôt américaine, mais il y avait quelque chose. C'est-à-dire, c'est les gens qui prenaient une liste finie en fait de TLD et qui s'y basaient certainement en se disant, donc même des boîtes professionnelles, ça changera jamais, c'est un petit peu figé dans le marbre. Alors que ce Rand nous a dit que non. Le reste, j'ai pas eu de, je sais pas si Philippe, toi, les usages sont plutôt techniques, donc par essence plus bas niveau et donc souvent moins confronté à ce genre de problème. On a été confronté une fois à un problème d'acceptation universelle, alors pas sur le point orange, il se trouvait que c'était avant le troisième, quatrième tour. C'était sur le point muséum, sur des portails Wi-Fi sur les aéroports, qui a été fixé. C'était une question purement de longueur. Donc c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul problème d'acceptation universelle qui se serait d'ailleurs posé si ça avait été le point orange. Mais une fois résolue la question de longueur, je pense que les gens ont compris qu'il fallait plus cette condition sur la longueur du TLD pour déterminer si c'était une valeur valable ou pas, quoi. Là c'était en tant que fournisseur. Exactement. Ouais, exactement. Alors, je viens de repenser, il y a quelque chose, des usages hérités. Au début, des autorités certifiantes pour les certificats, il y en avait certaines qui ne nous croyaient pas s'il y avait quelque chose comme ça. On nous a dit, mais .BNP Paribas, on voudrait un truc sécurisé en .com. On leur dit, justement, on voudrait faire ça un peu mieux. Et en fait, ils avaient certains, alors sous-traitants de sous-traitants pour certains cas, vu qu'il y a beaucoup de marques, de petites boîtes chez nous, c'était dans ces cas-là. Nous, sur les PKI Group et ces trucs-là, on était carré depuis longtemps, mais sur les certificats, d'autres usages liés au TLD, en fait, donc des usages applicatifs sur les couches du haut, je ne sais pas comment on peut dire, on a eu quelques soucis, voilà. Mais après, le reste, je pense que c'est bon. Jean-Christophe. Merci. Deux questions rapides, si je peux. La première, à Philippe. On sait que des points marques Sky et Fox se sont exprimés publiquement, et on parlait des SNCF tout à l'heure, ont évolué et sont revenus à un usage en fait plus poussé. Donc quand tes opérationnels demandent, tu disais, on propose ce qu'on a, y compris le point orange. Est-ce qu'il y a quand même une idée de leur expliquer un peu mieux, d'être un peu offensif, ou c'est juste, voilà, c'est là. Et l'autre question est pour Nina. J'ai eu la chance d'être impliqué dans la vente du point Vana dont parlait Jean-François. Est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que c'est pas moi, en tant que juriste pays, se séparer d'une marque, je trouve ça voilà, presque hérétique. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et que vous avez déjà eu l'occasion de proposer? Ouais, sur la première question, oui, j'ai été un petit peu simplificateur dans ma réponse. On est effectivement non seulement, on n'est pas prescriptif, mais on peut l'être quand le choix ne se pose pas, quand ce sont des choses qui ne relèvent pas de la communication corporate, qui n'ont rien à faire sur le .com, par exemple, et que c'est un usage purement technique, et que par ailleurs, il y a des usages précédents qui sont déjà sur le point orange. Comme tout bon gestionnaire de portefeuille, on va proposer, pour la cohérence du point de nommage, quelque chose qui est en point orange. Donc on est totalement
conseillé quant au TLD à utiliser. Après, c'est vrai que moins désormais, mais il y a encore 3-4 ans, quand on proposait le point orange, et probablement parce qu'au niveau des unités d'affaires, on n'avait non pas affaire à une génération de teenagers qui sont plus familiers des réseaux sociaux que du web, mais à des gens qui connaissent l'Internet du début, on avait des réactions du type votre proposition est très bien, mais il nous manque le .com, quoi, ou il nous manque le .fr. Ça, on l'a eu un nombre incalculable de fois. Ça prend un peu de temps que d'expliquer. Encore une fois, ça revient à la question de communication interne sur le fait que non seulement techniquement ça a des vertus, en termes de contrôle, mais qu'en plus, du point de vue de l'acceptation universelle, désormais, il n'y a plus aucun souci quant à l'utilisation de ces nouveaux formats, de ces anciens nouveaux formats. Donc ensuite, pour les marques dont on se sépare, est-ce qu'on en fait des Sleeping Beauties ou est-ce qu'on les met à la SPA? Alors c'est vrai que tout dépend de l'historique de la marque. Est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que cette histoire peut être intéressante pour un client potentiel? Ou est-ce qu'on avait une marque qu'on a déposée et finalement on ne l'a jamais utilisée? Donc peut-être que je séparais ces deux usages. Je ne sais pas quel était le cas concret. Vanna était effectivement dormante. Au moment où Vanna était effectivement dormante ou quasi. Okay. Donc ça s'est fait plus facilement, mais c'est plus dans cette idée de la marque peut aujourd'hui être réutilisée par un tiers. Et je me dis que quand votre métier c'est de créer une marque, il y a un attachement. Oui, il y a un attachement. Après, on crée pour un client et où on transmet une marque, parce qu'il nous arrive aussi au fil des années, finalement, nous avons eu l'occasion de déposer aussi des marques ou des noms de domaine et de les reproposer à d'autres clients parce que on se dit qu'il y a une opportunité intéressante. Et oui, il nous arrive aussi régulièrement de retransmettre. Là, ce qui est important, c'est de raconter une histoire qui correspond bien à ce que souhaite le client, que le client n'ait pas l'impression de réchauffer suite à cette retransmission. Philippe, tu veux nous parler de France Télécom? Ouais, là-dessus. Ben oui, justement. Non, alors pas de France Télécom, mais justement d'Oléane, hein, parce que j'ai bienvenue dans la vie.com. Ou bienvenue dans la vie.com. Alors il y a l'usage de la marque pour le grand public, et puis il y a ce qu'on appelle les NS, du point de vue des NS, et on a encore dans nos NS un paquet de serveurs qui sont nommés en francetélécom.com, francetélécom.fr. Encore la semaine dernière, un truc en Oléane, alors que la marque n'est plus utilisée depuis des dizaines d'années. Mais comme je le disais, on déteste revoir des architectures DNS. On a toujours l'impression de retirer le Mikado du bas, là, et puis de se demander ce qui va se passer. Donc, ne serait-ce que pour pouvoir conserver leur nom de domaine, je pense qu'on les conserve. Je sais qu'on les conserve en marque, et donc on conserve le nom de domaine correspondant. Malgré tout, France Télécom a encore une certaine notoriété, donc j'imagine que oui. Last one. Super rapide. Je suis désolé si le sujet a été abordé parce que j'ai dû sortir à un moment donné. Pour les grandes entreprises, question Global Block, un avis rapide. On avait dit rapide. Ça me rappelle un sketch de François Pérusse où il disait il reste 30 secondes, vite une question, et il dit qu'est-ce que l'univers? Là, si tu veux, Alexandre, moi, je réfléchis dessus sur le Global Block, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu comme les forfaits qu'on a. On a un Amazon Prime, un Netflix, tout ça, etc. On est d'accord. On va avoir toutes les blocklists du monde dans son portefeuille à dépenser chaque année. Et il faut étudier vraiment la rentabilité et l'utilité. Et si on y va souvent, en fait, je ne sais pas si pour être très vite ça te répond. En gros, je ne suis pas très motivé, mais il faut que j'y pense quand même. Et je regarde déjà, c'est l'avis à BNP Paribas et au comité nom de domaine chez nous. On en a déjà parlé, mais... Si je peux donner l'avis d'un petit registre qui a été démarché évidemment. Nous, on n'a pas donné suite pour l'instant.
On préfère attendre de voir un petit peu ce qui se passe, si ça marche, si ça fait écho auprès des titulaires de marque. Et peut-être que on n'y est pas allé au début parce que il y avait un flou technique encore. Hein, c'est pas tout à fait sérieux. Donc on attend que ça soit un peu carré. Et surtout, moi je gère une petite extension pour Alsace locale. De qualité, on fait les choses bien, on n'a pas d'abus, enfin, il y a des usages, il y a des taux de renew qui sont élevés. Les grandes marques n'enregistrent pas de point Alsace parce qu'elles savent qu'elles sont tranquilles, elles n'ont pas besoin de le faire parce que c'est safe, donc elles n'y vont pas, et tout va bien. Mais on va attendre de voir ce qui se passe, mais moi ce qui me dérangeait surtout dans cette histoire, c'est que j'avais l'impression d'accoquiner mon point Alsace avec des pompiers pyromanes. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui pour beaucoup gèrent des extensions un peu, enfin voilà, je ne vais pas être vulgaire, donc voilà, vous m'avez compris, et qui amène ensuite une solution de protection. Voilà, je trouve ça un peu pompier pyromane, et j'avais pas envie de mettre mon point Alsace à côté de, pour l'instant, de ces gens-là. On verra après s'il y a une deuxième vague avec des JOTLD et d'autres gens qui travaillent bien, peut-être qu'on fera, mais en tout cas, voilà, l'avis d'un petit registre. Moi, je pense que tu as tout à fait raison. Ces gens-là sont parjures de leur propre TLD. On est bien d'accord. Et bien évidemment, on a tous pensé à un aspect. Ils créent un besoin dont personne n'a besoin pour pouvoir te forcer à le défendre après. Tu sais, on en a déjà parlé. Je n'ai pas d'exemple comme ça d'extension, mais il y en a plusieurs et ça me paraît quand même assez étrange. Et je me dis peut-être que cette union-là, peut-être, hein, conditionnelle du subjectif du peut-être, voilà, je n'ai rien dit. Peut-être qu'il y a plein d'extensions qui ne marchent pas et qui se sont dit on va commencer à vendre de la marque protégée parce qu'il faudrait que ça commence à fonctionner. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle et qui confirment. Oui. Donc je ne suis pas le seul à penser à ça. Donc effectivement, c'est un petit peu... ça me paraît un peu fourbe aussi. Je ne sais pas ce que... Jean-François, qu'en penses-tu? JC, c'était un avis sur le sujet? Oui. Donc d'abord, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur les blocs et les pompiers pyromanes, premier point. Mais peut-être aussi, l'excellente question d'Alex permet d'élargir la focale. Tu as dit tout à l'heure que le point marque vous permettait de faire des économies en lutte contre la contrefaçon. Est-ce que, de fait, vous regardez ça avec encore plus d'hésitation parce que vous considérez que vous n'en avez plus besoin, et donc pour les gens qui pourraient être convaincus pour le prochain round, est-ce qu'un point marque, c'est aussi une manière de dire on s'emmerde pas avec ça, pour le dire rapidement? Inévitablement, le point marque, pour notre cas, a réduit nos fraudes, enfin les fraudes externes, ça c'est évident. On aura toujours du cybersquatting, hein, il existera toujours de l'oxygène dans l'air, donc bon voilà, c'est pareil. Oui, on pense que vu qu'on a notre point marque, on n'a pas de légitimité à défendre nos propres noms sur des points financiaux, des points, je ne sais pas, qui ont rapport à nos activités, ça n'a pas de sens. Parce que là, comme je disais, on serait parjure de notre propre TLD. Non, on l'exploite. Il faut juste voir le système de est-ce que c'est une protection en plus dont on a besoin et est-ce qu'on ne met pas le doigt dans un petit truc qui après nous oblige à le conserver. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Et oui, c'est pas... En fait, peut-être que la réponse aux block-list, quelle qu'elle soit, c'est avant tout peut-être son propre TLD de marque. Et je ne sais pas si c'est... Je n'annonce pas, enfin, je n'ai pas la prétention de l'annoncer en conclusion, mais c'est une idée, je pense à voix haute là-dessus, oui. Peut-être que la meilleure arme, c'est chacun son point marque au bout d'un moment. Peut-être. Je pense aussi que peut-être la réponse à cette question est simplement dans la liste des extensions qui sont couvertes par Global Block, qui est forcément évolutive, mais qui, je pense, pour l'instant, ne répond en aucun cas à un besoin réel de la part des grandes marques, en tout cas. Et encore moins celles qui ont lancé leur dot brand. C'est pas que je les vends pas, mais on est là pour conseiller nos clients, donner un avis, et aujourd'hui, on a plutôt ce genre d'avis. Il y a une dernière question. Une question rapide qui concerne, pour Nina et pour Philippe, Orange a des vieux noms de domaine et des marques qui sont peut-être plus tellement utilisées comme Echo, comme Voilà, peut-être même Wanadoo bientôt. Et donc, qu'est-ce que vous en faites? Et est-ce que ces marques sont réutilisables, recyclables? Enfin voilà, c'est une question un peu patrimoniale. Alors, si on laisse de côté les... comment dirais-je, l'optimisation du portefeuille, c'est un exercice qui est un peu systématique et compte tenu des coûts de renouvellement qui sont en général positionnés automatiques,
le coût finalement n'est pas un élément qui consiste à agressivement, si j'ose dire, gérer, à se débarrasser des noms. Je pense on peut se permettre d'avoir une approche plutôt conservatrice de noms de domaine. Et encore une fois, je laisse de côté vraiment les grands noms qui ont servi au NS, qui se trouvent encore, comme je le disais tout à l'heure, dans notre infrastructure DNS, dont il est hors de question de se débarrasser. Je crois qu'il y a quelques petites marques, si j'ose dire, dont on se débarrasse. J'ai pas d'exemple en tête, mais des choses comme, je suis quasiment sûr que voilà.fr, sauf erreur, il est encore en portefeuille. Je pense que la tendance est encore à conserver. Alors à réutiliser, je ne sais pas. Effectivement, il pourrait y avoir, comme en automobile, dans quelques années, une tendance à reprendre vintage, à reprendre des vieilles marques. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Mais je pense que longue réponse pour dire qu'on a plutôt tendance à les conserver, ne serait-ce que parce que culturellement, les juristes dont je ne fais pas partie sont plutôt prudents. Et peut-être pour compléter avec le point de vue plutôt c'est vrai que la valeur d'une marque, pour nous, c'est le produit de la notoriété par l'attractivité. Et on le voit avec l'exemple de Wanadoo, qui est une création domaine. Wanadoo, c'est une autorité et l'attractivité est en question. Mais peut-être qu'avec un nouveau repreneur, avec une nouvelle histoire, une nouvelle dynamique, cette marque pourrait revivre. Donc, moi, je crois beaucoup aux marques du passé qui ont tendance à revenir et qui pourraient venir aussi toucher des points de nostalgie du grand public. C'est le cas clairement aujourd'hui dans ce qui est fait dans l'automobile, notamment on citait Renault. Avec le retour de l'Alpine, et même parfois en faisant exister des marques dans d'autres univers. On pense aussi à Rafale, qui a été réutilisé récemment et qui vient augmenter l'univers d'une marque en insufflant un nouveau souffle. On a dépassé, mais il est 17h, donc je pense que peut-être tu veux déjà remercier les intervenants d'aujourd'hui pour... Merci à l'animateur aussi, merci. Madame, Messieurs, merci beaucoup pour cette table ronde, merci Patrick pour la modération.